Bonjour à tous, chers auditeurs, je suis ravie de vous rejoindre pour ce nouvel épisode de podcast, le podcast Cœur de Lumière qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. Aujourd'hui, j'accueille Sonia qui va nous parler de son métier, qui va parler de son rapport à la mort aussi, évidemment. Et j'en profite, avant de lancer le jingle, de vous rappeler qu'il est vraiment important et indispensable que vous vous abonniez à ce podcast, puisque ça lui permet finalement d'être de plus en plus visible sur les plateformes. Vous écoutez un épisode du podcast qui explore le deuil et la mort sous toutes les coutures. N'arrête jamais de prendre soin de toi. Salut Sonia, comment tu vas aujourd'hui? Salut Zoé, mais ça va très bien. Le soleil est enfin revenu, donc ça fait du bien. Voilà, ça c'est clair, quel bonheur. Hmm, Franchement, ça fait du voilà, bien de ouf. Je sais pas, ça fait quoi, 3 semaines qu'on a de la pluie en vrai, que c'est déprimant à fond. ouais, ben moi tu vois, je suis revenue d'un voyage au Maroc Oui, et depuis mon retour, je n'ai eu droit qu'à la pluie, donc ça a été un peu violent pour moi et compliqué pour réatterrir. carrément, on pourra en parler d'ailleurs, parce que c'est une Oui, phase de deuil qu'on peut vivre du coup, de le deuil d'un voyage et d'une petite période ouais, courte, complètement. Mais c'est ça. d'abord, Hmm. avant tout, il faut que les gens te découvrent. Donc est-ce que tu Mhm. peux, te présenter, dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie par exemple, et puis un peu me partager des choses que tu aurais envie de partager là maintenant tout de suite? Avec grand plaisir. Alors moi, c'est Sonia, de Sonia Douceur de Soins sur Instagram. Je suis psycho-énergéticienne. J'ai 46 ans, j'ai 2 grands-enfants de 18 et 15 ans. Et je suis donc installée en tant que thérapeute depuis le mois d'octobre, après une vie de salariat pendant un peu plus de 20 ans. Et j'accompagne les gens, essentiellement des femmes et pas que, hein. J'ai quelques hommes et quelques enfants qui viennent me consulter, et adolescents, pour un petit peu plusieurs problématiques. Je n'ai pas de spécialité, mais ce sont des problématiques surtout liées autour de la gestion des émotions. Alors, moi, j'aime pas trop le terme gestion, c'est plutôt la régulation, mais apprendre à bien vivre avec ses émotions, et notamment avec les troubles anxieux, parce que moi-même, je suis une ancienne grande anxieuse et, euh, et donc, et hypersensible. Mais une hypersensibilité que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 2 ans. Euh, En même temps que les formations, en fait, quand j'ai commencé à me former pour le métier que je fais, que j'exerce de psycho-énergéticienne. Et donc, j'allie dans ce métier eh bien, toutes les parties de notre être, à savoir le corps, l'esprit, l'âme et l'énergétique. Parce que tout est lié et que pour moi, on ne peut pas juste traiter une partie, que toutes les parties sont concernées. Et donc, j'accompagne les personnes à pouvoir aller déceler la source de ce qui les dérange et à comprendre, s'y connecter, la libérer et surtout se connecter à leurs ressources pour pouvoir eh bien, se sentir bien dans leur existence. Voilà. Trop Et, bien! ouais. Voilà tout ce que je Bravo! pourrais dire. Et puis voilà, j'ai plusieurs méthodes, plusieurs outils, et j'en parlerai peut-être tout à l'heure de Ouais, façon un bien petit peu sûr, bah oui, plus oui, bien sûr, t'inquiète. détaillée. T'inquiète, ça fait partie des questions que j'ai envie de te poser, donc y a pas de juste, je voudrais revenir rapidement sur le terme de psycho-énergéticienne. Est-ce que tu peux le développer un petit peu, expliquer ce que c'est? Ce que ça signifie concrètement, voilà, pour toi? Alors pour moi, le terme de psycho-énergéticienne, c'est parce que en fait, que la psychologie énergétique part du principe que, eh bien, toute souffrance, tout trauma, toute problématique que l'on rencontre dans son existence
a un impact et dégage une énergie. En fait, que ce soit une émotion, que ce soit une douleur physique, que ce soit un souvenir lié à ce traumatisme ou à cette problématique, eh bien cela émet une énergie. Tout est énergie. Nous sommes des êtres vibratoires et énergétiques. Et donc, eh bien, en psycho-énergétique, on va aller verbaliser, parler avec la personne pour comprendre ce qui la traverse. Et en même temps qu'on l'a fait verbaliser, on va aller agir aussi sur le corps et l'énergie en faisant appel aux méridiens dans laquelle circule notre énergie et aussi les chakras. Donc voilà, on s'appuie sur le corps et sur l'énergie pour aller nettoyer, décharger eh bien, toutes ces problématiques et toutes les difficultés que l'on rencontre dans notre existence. Voilà. Ok, Et trop bien. s'ajoute à cela les soins énergétiques où eh bien, je vais agir sur l'énergie de la personne, aller nettoyer, purifier, réaligner ses corps énergétiques avec notamment différentes méthodes à laquelle je me suis formée aussi de façon intuitive, notamment le Reiki, mais pas que. Voilà, mais je pourrais en parler pendant des heures. On va peut-être passer à autre chose. Mais j'espère que c'est un petit peu plus clair pour toi par rapport à ce que je mets derrière psycho-énergétique. Ah bah Avec oui, tout oui, le bien côté sûr. spirituel aussi, bien sûr, puisque voilà, je suis quelqu'un de très intuitif et l'une de mes missions, c'est lorsque je fais des soins, de transmettre aux personnes qui viennent me voir les messages que je peux capter pour elles et les compréhensions de ce que je capte en allant chercher à nettoyer, à purifier leurs énergies. Ok, d'accord. Alors c'est très très intéressant. Je pense que c'est une approche qu'on voit peut-être pas souvent, ou alors de plus en plus. Je sais pas ce que tu en penses. Et est-ce que tu peux aussi un petit peu parler, du coup, de tes outils? Je pense que c'est vraiment le moment de parler un peu de ça. Tu as évoqué un peu déjà alors l'intuition, qui Oui. pareil, je pense, est un sujet même carrément de podcast à part entière, mais on va en parler un petit peu. Le Reiki aussi, parce que le Reiki, c'est enfin, moi, j'en entends parler de plus en plus, mais ça reste toujours quelque chose d'assez obscur pour moi. Donc voilà, je comprends pas trop Alors, ce que c'est ouais. exactement, mais voilà, vas-y. Je comprends, je comprends. Alors moi, en fait, j'ai parlé de mon parcours et comment j'en suis venue là. En fait, j'ai toujours, depuis toute petite, été attirée par le monde de l'invisible. J'ai eu des petites expériences qui m'ont fait me dire que on n'était pas tout seul. Mais par contre, voilà, j'ai pu avoir des choses. Je me suis pas autorisée forcément à m'écouter et j'ai mis un petit peu un mouchoir dessus pendant longtemps en me laissant happer par la vie de tous les jours et en étant un peu plus pragmatique. Et puis, eh bien, des expériences, mon parcours de vie a fait que j'avais de plus en plus de mal à trouver du sens à ce que je faisais. J'étais dans un groupe de protection, de prévoyance et de retraite et Oui, ok. donc voilà et ce que j'aimais, c'était de pouvoir apporter, de l'aide aux personnes qui nous contactaient, pouvoir faire avancer leurs dossiers et cetera. Mais plus on avançait dans le temps et plus, en fait, on ne parlait plus de l'humain et on ne parlait que du chiffre, des chiffres, des chiffres. Et l'humain était oublié et j'avais du mal à donner du sens et à aller travailler très, très, très honnêtement. Et, euh, et puis, j'ai toujours été passionnée de développement personnel. Depuis adolescente, je lisais plein de bouquins qui me nourrissaient l'âme. Notamment, eh bien, il y avait L'Alchimiste qui m'a énormément marquée, les accords Toltec. Il y en a tellement que ce serait difficile. Voilà, je suis une grande lectrice, mais je me nourrissais de ça et je me posais des questions et j'essayais de comprendre le monde et le sens de mon existence à travers ces lectures-là. Et puis, à côté de ça, ce qui revenait souvent, c'est que dans mon métier ou même dans ma vie de tous les jours avec mes amis,
c'est que naturellement, les gens venaient à moi pour me parler, pour déposer les choses et me dire que j'avais une présence d'écoute qui était très importante, qui leur faisait du bien, que j'étais englobante, que voilà, ça les apaisait, que rien que ma présence les apaisait. Sauf que je faisais quelque chose dont je ne me rendais pas forcément compte, c'est-à-dire que je nettoyais les émotions des gens à leur place, que je prenais tout que j'engrangeais, donc ça ressortait de façon pas très sympathique pour moi. À Ouais. savoir que, par exemple, lors d'un entretien avec ma responsable, euh, on avait un échange par rapport à un accompagnement et tout d'un coup, je me mettais à pleurer, mais je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas du Oui, tout. bah oui. Mmh. Et, et voilà, donc ça ressortait pas au bon moment. Et, et puis, ben voilà, donc je me suis dit, bon, à un moment donné, j'avais une envie d'accompagner, d'être avec l'humain, mais vraiment en présence. Mmh. Et puis aussi, quand je parlais aux gens, quand je les massais de façon intuitive et ils me disaient, mais t'as un truc dans les mains, etc. Je dis, ah bon? Mais bon, ça s'arrêtait là, tu vois, c'était vraiment Ouais. intuitif, je m'autorisais pas trop à y aller. Et voilà. Et en parallèle, j'ai suivi des thérapies pour moi, pour me sentir mieux, parce que je me disais, j'ai tout pour être heureuse dans ma vie. Bon, j'ai un boulot alimentaire, très clairement, mais voilà, j'ai un mari extraordinaire, j'ai 2 enfants que j'adore. C'était mon objectif de vie, mais j'avais un certain mal-être quand même. J'étais pas super épanouie quand même, et je voulais comprendre pourquoi. Et donc, j'ai commencé à avoir des thérapeutes en hypnose et notamment une amie à moi qui faisait de l'hypnose spirituelle OK. et qui m'a proposé de faire une hypnose régressive pour aller voir mes vies antérieures, choses auxquelles je croyais, etc. Et ça a été un premier pas vers cette reconnexion à qui j'étais, au sens de mon incarnation. Voilà, en gros, pour te résumer. Et puis suite à ça, ça a été assez révélateur. Et puis mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin, de comprendre encore mieux, et puis vraiment de donner un sens à ce que je fais et à me sentir utile, hein, voilà, à cet accomplissement que je recherchais. Et en fait, j'avais déjà été attirée par le Reiki, je m'étais déjà renseignée dessus, mais j'avais jamais passé le pas. Et juste avant le Covid, je me suis, en 2019, en début 2019, j'ai fait le premier niveau. Et là, je me suis reconnectée à mon énergie et j'ai compris ce que c'était l'énergie. Alors, les Reiki, c'est l'énergie universelle de vie, mais ça nous permet surtout à se reconnecter à l'énergie qui est en nous et à comprendre ces mouvements qui sont en nous et pouvoir les ressentir, les capter, etc. Et après, j'ai passé le premier niveau et puis le deuxième. Et entre-temps, le, le coco est arrivé. Le fameux. Et ouais. Vous moquez pas, j'ai encore le nez bouché. Le coco est arrivé. Et en fait, pour moi, ça a été, ça peut se choquer, mais moi, je remercie le Covid parce que ça a été un petit peu un électrochoc pour moi dans la mesure où j'ai été face à moi-même, que j'avais pas tous les parasites. Désolée pour mes collègues, mais je les adore, mes anciens collègues, je les adore, mais voilà, c'était vraiment me retrouver avec moi. Et donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, quoi. Et en fait, ma mère, quelque temps avant, avait été voir, avait une douleur dans le dos dont elle ne pouvait pas se débarrasser. Et on lui avait dit, faut faire avec. En gros, il y a pas c'est pas possible de se soigner, de le soigner, etc. Faut juste, on peut par des séances de kiné vous apaiser la douleur, mais c'est à vie. Et elle a une de ses clientes, parce que ma mère était esthéticienne, qui était praticienne EFT. Donc EFT, c'est Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle. Et cette cliente lui dit, mais écoutez, en EFT, on peut gérer la douleur, apaiser la douleur. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une séance avec moi et puis de voir ce que ça donne. Et donc ma mère y est allée et en une séance, sa douleur a disparu.
et n'est pas revenue. Et non seulement c'était encore plus impressionnant, c'est parce qu'en fait, elle avait une espèce de trou dans le dos pour schématiser et que le trou a disparu quelques jours après. Et là, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Et puis, je me suis renseignée, en fait, sur cette technique. Et puis, j'ai commencé à lire plein de choses et je me suis dit, c'est passionnant, j'ai envie de me former pour moi d'abord. C'est pas dans l'optique de ensuite devenir Oui, praticienne, mais c'est surtout pour moi, pour la gestion des émotions. Et, et puis, j'ai cherché une formation et le hasard a fait que je suis arrivée sur une école qui proposait une formation en EFT, mais pas que. Et quand j'ai lu le déroulé, donc c'était une formation pour être praticienne psycho-énergétique et corporelle. Et quand j'ai lu le déroulé, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis inscrite, je n'ai pas vraiment réfléchi et j'ai commencé la formation. Et puis, plus j'avançais dans la formation, et plus je me disais, mais en fait, ça, je veux le faire à plein temps. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et puis, en même temps, je me suis formée encore plus. J'ai passé le niveau 3, le degré 3 du Reiki, et j'ai été formée par mon amie que j'ai évoquée tout à l'heure qui m'avait fait de l'hypnose et qui est aussi médium et énergéticienne aux soins énergétiques. Et en fait, ça a été encore une révélation pour moi dans la mesure où je me suis vraiment autorisée à me faire confiance et à faire confiance en ce que je captais. Parce que lorsqu'elle m'a proposé cette formation, je lui ai dit, mais je t'adore, mais tu sais que moi, je suis pas médium, j'ai pas clairaudience, j'ai pas clairvoyance, j'ai pas clairsentience, enfin, j'ai rien, quoi. Je dis l'énergie, il n'y a pas de problème, je ressens l'énergie, je sens là où il y a des nœuds, où il y a des choses à dégager, etc. Mais ça s'arrête là, quoi. Et je savais comment elle faisait les soins énergétiques. Je dis, mais je t'adore, mais c'est pas pour moi, quoi. Elle me dit, si, t'inquiète, allez. Et puis bon, elle n'a pas trop insisté. J'ai dit, bon, ok, je te fais confiance, j'y vais. Et en fait, ça a été révélateur parce que la personne avec laquelle j'ai été formée, j'ai capté des choses pour elle que, enfin, je pouvais pas les inventer en fait. Je la connaissais ni Ned ni Adam et ça a été vraiment révélateur pour moi. Et là, je me suis dit, ah ouais, peut-être que j'ai quelque chose en fait à apporter en plus. Et j'ai commencé à faire des soins à mes amis. Mais il y avait toujours un petit doute comme quoi c'était mon intuition et mon empathie qui faisaient que je captais des choses, mais et comme j'ai toujours eu une imagination très, très, très développée, je me dis c'est moi qui fais des liens mais ça vient de moi, ça vient pas d'ailleurs, quoi. Voilà. Et puis en fait, quand des personnes que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam commençaient à me contacter pour que je leur fasse des soins et que je leur disais des choses qui résonnaient énormément en elles et qui faisait écho et qui était très révélatrice pour elle, parce que les liens, c'est pas moi qui les fais, hein, c'est les personnes à qui je transmets les messages. Et je me suis dit, bon, ok, bon, allez, tu es légitime, c'est ta place, vas-y, fonce. Voilà. Ok, et Voilà, donc voilà. tu as effectivement un parcours assez incroyable quand même. Tu es passé effectivement par plein Oui, d'étapes. un peu long, hein, parce que Non, t'inquiète pas. Il nous reste encore du temps pour explorer tout ça, c'est très bien, c'est très, très chouette. Et du coup, j'ai envie effectivement d'aller vers ces capacités. Bon, je parle vraiment de capacités, je sais pas comment tu nommes ce truc que tu as. De pouvoir effectivement recevoir des messages, en tout cas c'est ce que toi tu exprimes ça comme ça. Selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt un don ou est-ce que c'est justement plutôt une capacité qu'on peut travailler? Voilà, que chacun peut être plus ou moins médium, en tout cas, voilà. Et puis il y pour a moi, c'est la deuxième option. et puis il y a aussi une question par rapport à finalement d'où est-ce que pour toi, d'après ce que tu as vécu et de ce que tu vis, d'où viennent ces messages-là? Alors, donc comme je te disais, pour moi, c'est la deuxième. C'est-à-dire que c'est pas un don, c'est une capacité que l'on a tous en nous, mais il nous appartient, puisque nous avons notre libre arbitre, de vouloir s'y connecter ou pas. Et on a chacun notre rôle à jouer, notre ou nos missions de vie, parce que j'aime pas dire qu'on n'a qu'une mission de vie. Enfin voilà.
Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose que chacun a. C'est juste en fonction de notre chemin de vie, si on souhaite ou pas s'y connecter. Et pour répondre à ta question sur le d'où ça vient, alors moi, je sais que mon talent, je veux dire ça comme ça, parce que c'est ressorti au fur et à mesure des accompagnements, des soins que j'ai faits, c'est que j'ai toujours cette intention d'aller capter là où les vies antérieures qui ont un impact sur la vie actuelle des gens. C'est-à-dire D'accord. qu'elles se reproduisent des schémas ou qu'elles vivent des événements qui, en fait, font écho à une blessure ou à une mémoire qu'elles sont venues travailler dans cette vie-là. Mhm. Ça, je ne l'ai pas vraiment choisi, c'est venu à moi, par contre, voilà. Mais je suis OK avec ça. S'ajoute à cela les mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a d'un côté le karmique à travers donc les vies antérieures. Donc, on y croit, on n'y croit pas. Il peut y avoir une symbolique derrière. Même moi, je me dis que peut-être il y a toujours, voilà, j'ai foi en ce que je capte maintenant. Soit c'est des vies antérieures, soit ça fait écho d'un point de vue symbolique à notre inconscient, à des choses que l'on a à travailler dans cette vie actuelle. Chacun est libre de mettre l'interprétation qu'il veut. Moi, je ne fais pas d'interprétation, je ne fais que transmettre. Mais j'ai toujours cette intention-là, quand je fais les soins énergétiques, d'aller chercher eh bien, cette vie ou ces vies antérieures qui peuvent expliquer certains vécus. Par exemple, est-ce que tu veux un exemple? Voilà. Par exemple, j'ai une dame qui est venue me voir parce elle se sentait fatiguée, etc., puis qu'elle avait envie de vivre l'expérience d'un soin énergétique. Et donc, je fais le soin et puis je capte une vie antérieure où elle était un Indien en Amérique du Nord. Et où je vois que dans cette vie, elle était responsable de la tribu, en gros peut-être un petit peu la chef de la tribu, Ouais, et la que en matriarche. fait elle est ouais, voilà, mais en tant qu'homme, c'était un homme. Ah, ok, d'accord. Et je la vois je la vois en fait à un moment donné, je la vois se noyer. De façon pas très cool, voilà, elle se retrouvait coincée dans une espèce de grande rivière avec des Mhm. torrents, etc. Et donc, je la vois se noyer. Et puis, bon, c'est vraiment pour résumer. Et le soin se passe. Et donc, je lui transmets cette vie-là. Et je lui parle de cette partie-là. Et là, elle me regarde, elle me fait: Ah, alors vous pensez que c'est pour ça que j'ai toujours eu la phobie de l'eau, que j'ai jamais pu apprendre à nager? Ok. Voilà. Ok, Voilà, c'est un d'accord. exemple. Ouais, ouais, bah, donc, bien sûr. donc voilà. C'est super Voilà, ça, intéressant parce que c'est vrai on en parle pas, je trouve, assez suffisamment de ces connexions qu'on peut faire, en tout cas de cette croyance-là, déjà de la réincarnation et d'éventuellement pouvoir avoir accès à ces anciennes vies, du coup. Donc c'est très très intéressant de pouvoir explorer ça avec toi. Et en fait, ma question logique suivante, c'est évidemment par rapport au deuil et à la mort. Alors il y en a plusieurs, hein, tu t'en doutes, mais la première qui me vient là, c'est est-ce que du coup, il t'est déjà arrivé de faire des contacts défunts ou finalement de recevoir quelqu'un qui vient pour travailler sur son deuil? Alors, les contacts défunts, non, parce que je ne suis pas médium et les défunts ne viennent pas me voir, ne viennent pas toquer à la porte Oui, pour parler. Par contre, il m'est arrivé effectivement lors de certains soins que des défunts viennent me donner des messages aux personnes qui sont en train de recevoir le soin. Voilà, d'accord, ok. sans que moi je sache que, enfin voilà, je sache que cette personne est décédée, mais voilà, ça m'est arrivé à quelques reprises, mais c'est assez rare, en toute honnêteté. Ok. Voilà, parce que c'est pas quelque chose, enfin c'est pas ma mission, en Oui, gros, j'ai envie de oui, dire. ok. Oui, je vois ce que tu Euh, veux dire. mais par contre, effectivement, voilà, c'est arrivé à quelques reprises qu'il y ait des messages qui soient transmis et je les transmets aux personnes et Mhm. c'est toujours très intense.
Ou alors, c'est pas forcément des défunts. Alors là, c'est encore un petit peu particulier. C'est que parfois, justement, en lien avec les vies antérieures, j'ai perçu justement il n'y a pas longtemps que il y avait donc cette femme était enceinte et elle a été tuée avant de pouvoir donner naissance à cet enfant. Et parce que moi, je suis très bien au féminin sacré et qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir par rapport à des problèmes de cœur, des problèmes de fécondité, etc. Et donc, j'ai capté que cet enfant n'avait pas pu venir au monde et que ça bloquait en fait la possibilité de cette femme de pouvoir aller jusqu'au bout de ses grossesses Oui. dans cette vie actuelle. Ok. Et l'âme de cet enfant, en fait, est venue me parler pour me dire qu'elle attendait que cette femme tombe enceinte pour pouvoir vivre la relation Oui. qu'elles n'ont pas pu voir avoir dans cette vie-là. Ok, Et j'ai trouvé ça incroyable. super beau. Et puis, ouais. Et à chaque fois, je suis traversée voilà, par quand il y a des défunts, quand il y a des messages d'amour, parce que c'est toujours des messages d'amour ou de pardon aussi qui peuvent être transmis, ça me fait des frissons, c'est juste incroyable. Ok. Et donc du coup, tu as des patients, tu les appelles des patients? Les gens qui viennent Je te les voir ou des appelle des accompagnés? clients parce que j'ai pas le droit de dire patient. Voilà, Tes c'est accompagnés, réservé du coup? la médecine traditionnelle. Non, mais Voilà. Et je... c'est important de le préciser, mais Hmm. c'est assez intéressant. Mais du coup, est-ce que tu as des accompagnés qui viennent aussi te voir principalement pour travailler sur leur deuil? Alors, ça c'est arrivé, effectivement. Donc, parce que ça fait partie de ce que je propose comme accompagnement pour pouvoir justement apaiser un deuil euh, et apaiser les relations, les émotions que la personne a par rapport à ce deuil. Parce que deuil, c'est une perte. Alors, ça peut être un deuil d'une personne, mais pas que. Ça peut être un deuil pour un licenciement, un divorce, un changement de lieu, ou alors aussi un deuil justement, mais qui n'a pas un impact émotionnel, mais par exemple une personne, tout à l'heure j'évoquais la femme qui ne pouvait pas aller au bout de ses grossesses, mais il y a aussi des femmes qui ont fait des IVG, et là c'est un choix, mais par contre le corps a une mémoire et c'est bien de pouvoir aller nettoyer cette mémoire-là. Puisqu'en psychologie énergétique, on part du principe que, donc comme je le disais tout à l'heure, que tout souvenir, toute émotion liée à un souvenir désagréable, à un événement désagréable, crée en fait une perturbation énergétique et que cela bloque notre bien-être puisque ça bloque la circulation, la fluidité de la circulation dans notre corps. Et donc, moi, je propose aux personnes d'aller chercher déjà les émotions qui sont liées à leur deuil, d'aller le verbaliser surtout. Et la première chose que je leur offre, c'est une écoute. Et la première chose que je leur dis, c'est qu'elles peuvent déposer tout ce qu'elles veulent, que la personne la plus importante dans le cabinet, c'est elle, et qu'il n'y a pas de jugement et qu'elles peuvent déposer tout ce qu'elles veulent. Et, Exactement. et parfois, il est un petit peu trop tôt pour aller dans le cœur de ce qu'elles vivent, puisque voilà, si la personne a perdu, alors c'est pas encore, j'ai pas encore eu le cas d'une personne qui avait perdu quelqu'un la veille, hein, enfin j'exagère, Oui. mais quand je parle du deuil d'une personne, je ne vais pas intervenir tout de suite, je vais voir avec la personne depuis combien de temps le décès a eu lieu, parce que il y a un processus de deuil normal et il faut l'accepter et il faut l'accueillir et qu'on ne peut pas étouffer justement la souffrance que cela génère. Mais par contre,
je peux expliquer la courbe du deuil pour expliquer à la personne et lui faire prendre conscience que ce qu'elle vit est normal et qu'elle ne doit pas culpabiliser d'être dans cet état émotionnel-là. Et qu'elle doit aussi s'autoriser à écouter les émotions qui la traversent et à laisser ces émotions la traverser. Et donc, à travers l'EFT, mais pas que, l'hypnose, et bien également l'AIT, c'est une thérapie intégrative avancée, c'est c'est une méthode psycho-énergétique également. Je vais accompagner la personne à pouvoir justement nettoyer, décharger la charge traumatique liée à son deuil. Mais l'apaiser. Un apaisement pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus doux pour elle et pardon? Non, c'est ça, je te confirme. C'est très intéressant ce que tu dis et c'est même très très important pour moi. Ça fait partie des red flags quand on consulte quelqu'un, que ce soit pour un deuil d'ailleurs ou pour n'importe, en tout cas un deuil lié à un décès ou n'importe quel passage de vie qui nécessite un gros changement, une transition et qui donc induit une certaine phase de deuil qui n'est pas nécessairement liée à un décès. C'est effectivement offrir cet espace-là d'expression, cet espace-là de sécurité qui laisse la personne vivre ses émotions, qui lui laisse justement cet espace de j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'hurler, j'ai le droit de tout ça, qui est vraiment, vraiment, vraiment important et qui est indispensable de toute façon quand on consulte quelqu'un. Peu importe que ce soit un psychologue, un psychiatre ou un psycho-énergéticien. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment un gros red flag que de se voir entendre dire par un thérapeute non, mais parce que sous prétexte que vous êtes en phase de deuil, que vous êtes à telle étape et qu'il vous reste encore tant de temps à vivre de votre deuil, je peux pas vous soigner ou on peut pas, tu vois, avancer sur tel projet ou telle phase de votre vie, etc. Non, ça c'est pas possible, c'est pas entendable. Et pourtant, hélas, ça existe. Ah. Oui, Voilà. malheureusement, oui, ça doit exister, mais c'est moi vraiment la première chose que je fais, déjà, c'est de faire connaissance avec la personne qui vient me voir et puis d'évaluer avec elle sa souffrance et surtout de savoir où elle en est. Et quand elle ne sait pas où elle en est, souvent je lui explique les phases du deuil pour qu'elle se rende compte que c'est normal et vraiment qu'elle prenne conscience que les phases qu'elle vit, elles sont tout à fait normales, elles sont plus ou moins longues pour chacun. Elles sont pas, alors elles sont linéaires mais pas. Des fois il y a des retours en arrière et c'est ok. Voilà, c'est des vagues plus ou moins puissantes qui nous traversent et parfois on va aller mieux et puis une musique ou une odeur va nous ramener en arrière et va réactiver notre tristesse ou notre colère ou l'émotion rattachée à cette perte. Et c'est OK. Voilà. Et c'est vraiment cet accueil-là et de rassurer la personne, de lui offrir ce cadre sécurisant et voilà. Et que ce qu'elle vit est normal et que ça va évoluer avec le temps. Mais qu'elle soit douce avec elle-même. Et parfois, la personne, elle peut refuser d'entendre ça, car elle pense que sa douleur, elle est éternelle en fonction justement de l'étape dans laquelle elle est. Et, mais le fait de l'entendre, et ça j'en suis persuadée, même si elle n'y croit pas, eh bien, ça va aller toucher quelque chose en elle et ça va l'apaiser. Même si elle n'y croit pas sur le moment, elle l'entend. Voilà, c'est ça. Et parce que la normalisation de ce qu'elle vit sera pour elle un soutien, déjà, rien que ça. Oui, c'est ça. Et C'est ça, puis c'est la première voilà. brique justement de cet espace de sécurité qui va permettre après, avec le suivi que tu peux proposer et avec le fait aussi d'être impliqué dans sa propre thérapie, parce que mine de rien, c'est assez important de rappeler que quand on consulte un thérapeute quel qu'il soit, et peu importe d'ailleurs pour les raisons, pourquoi on consulte, il est vraiment important de garder aussi
cette part d'action. C'est pas parce qu'on va aller chez un psy pendant 10 ans que ça va aller mieux et que notre dépression va disparaître. Si en dehors des séances, on n'est pas acteur aussi de son bien-être, de son exploration, de sa compréhension, de la connaissance de soi, etc., et ben, ça sert pas à grand-chose en fait. Enfin, ça peut aider évidemment. Je dis pas, j'en mets pas en doute la question, mais Oui. il y a vraiment cette notion de il faut aussi faire les choses en dehors. Il faut pas attendre. Enfin, faut pas attendre le thérapeute et mettre en place les choses qu'il propose Oui. aussi. Oui, À oui. son De toute rythme façon, c'est ma toujours, mais vision voilà. de j'ai la même vision que toi sur l'accompagnement, c'est-à-dire que moi, la personne est actrice de son bien-être, hein. Et si elle ne s'engage pas dans sa guérison, si elle attend que la guérison vienne de l'extérieur, ça ne fonctionnera pas ou ça va fonctionner de façon ponctuelle. Voilà, c'est Moi, l'une des premières choses que je dis aux personnes qui viennent me voir pour un soin ou même pour un accompagnement et qui pensent qu'en une séance, ça va être réglé, moi, je leur dis, je suis pas magicienne et la guérison, elle voilà. vient pas de moi, elle vient de vous. Et c'est super important parce que si, on est dans une société qui a tendance à nous faire croire que la solution, elle est à l'extérieur. Que forcément, c'est à l'extérieur que l'on va trouver de l'aide, que l'on va trouver de l'assistance. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais voilà, on vit dans une société où on veut faire de nous des assistés. Sauf que la solution, elle est en nous. Notre guérison, elle est en nous. Elle ne vient pas de l'extérieur. Et là-dessus, je dérogerai pas et je suis très claire parce qu'effectivement, quand on est en souffrance, on peut attendre la baguette magique qui va nous faire dire, cette personne-là va me sauver. Moi, je suis pas une sauveuse. Non, non, non. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais une sauveuse dans ma vie personnelle. Voilà, ce que j'ai pu vivre m'a fait me mettre dans cette position-là. Et je me suis épuisée et je me suis perdue dans ce rôle-là. Et en fait, voilà, on n'est pas des sauveurs. Et les personnes, les thérapeutes qui se présentent en disant je vais vous sauver, ne le disent pas comme ça, mais tout vient de moi, rien ne vient de vous, et ben vous partez en courant. Voilà, c'est ça. Ça fait exactement partie des red flags qui vraiment doivent C'est vous faire ça. fuir. Si vous le détectez chez un thérapeute, vraiment, n'y allez pas. Vous allez perdre votre Ouais, argent et votre temps. ouais, c'est ça. Ouais, Voilà. complètement. Mais Et c'est important parce que quand on a des phases que ce soit de deuil, mais aussi de mal-être, hein, parce que Ah, mais oui, les lunettes, si tu mets tes griffes dans ton pull. Oui, bah voilà. Bah oui, t'es pas contente, mais écoute. elle n'est pas d'accord. Qu'on ait des phases de deuil, mais en fait, au-delà du deuil, on a toujours des phases comme ça où on est moins bien. Juste tout simplement moins bien. Oui. Peu importe la raison. Voilà, c'est ok et c'est normal. En fait, je pense que c'est ça aussi que je veux rappeler avec Cœur de Lumière, avec ce podcast, c'est que c'est normal à un moment donné d'aller voir un thérapeute, quel qu'il soit, parce que, alors ça dépend beaucoup de votre croyance personnelle évidemment, mais aller voir un thérapeute, psychologue, psychiatre, psycho-énergéticien ou hypnothérapeute, la démarche elle est jamais la même, l'objectif est jamais le même, et c'est un moment aussi qu'on s'offre à soi. Il y a les moments qu'on s'offre à soi qui peuvent ressembler à de simples massages ou de simples soins esthétiques qui sont valorisés et majoritaires quand on pense à prendre soin de soi. Bon, bah ok, je vais aller chez le coiffeur. Oui, mais c'est pas que ça. C'est aussi accepter d'être suivi par quelqu'un qui va pouvoir vous apporter et vous accompagner sur justement le fait de se connaître soi, de s'apprécier, de reconnaître et de comprendre ses émotions. Et donc, du coup, d'arriver à les exprimer, d'exprimer ses besoins. Et donc, du coup, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, d'arriver à poser ses limites, de dire non, de faire ce qui nous fait du bien, vraiment intrinsèquement. Et ben en fait, c'est ça l'objectif d'aller voir un thérapeute, c'est de vraiment pouvoir Exactement. aller mieux au quotidien. Oui. Pouvoir aller mieux en s'écoutant, en s'autorisant à s'écouter et en se libérant de cette culpabilité qui est un peu inhérente à notre société, qui nous fait croire que de prendre soin de soi, c'est être égoïste.
Alors que prendre soin de soi, être bien avec soi, et bien, c'est être encore mieux avec soi, avec les autres, hein. Et être ouvert à soi, et bien, on s'ouvre encore plus aux autres. Et c'est pas du tout être égoïste. C'est Et ça. c'est quelque chose qui est très ancré, encore plus pour les femmes, parce que voilà, ça fait des siècles qu'on nous enseigne qu'en tant que femme, on doit prendre soin des autres, mais que la priorité, c'est pas nous, quoi. Sauf que si, la priorité, c'est nous. Voilà, et Exactement. c'est juste l'accepter et puis apaiser cette culpabilité, comprendre d'où elle vient. Et dans le deuil aussi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui culpabilisent et déjà d'être là, parce qu'il y en a qui sont plus malheureux que moi. Je dis ok, mais enfin, sur quelle échelle? Je dis, chacun a ses problèmes, chacun a ses souffrances et c'est ok. Tout à fait. Et aussi cette culpabilité de dire, de se sentir coupable, c'est quand même très présent dans le deuil, dans les phases de deuil, enfin des personnes qui viennent me voir moi, je pense que je les attire parce que j'ai vécu cette culpabilité il n'y a pas très longtemps. Voilà, il y a 2 ans, j'ai perdu une amie très chère à mon cœur, qui a décidé de quitter ce monde. Et la culpabilité, elle m'a occupée un certain temps, Ok. mais moins longtemps que si son décès était arrivé il y a 10 ans, parce que j'avais commencé cette formation et Mm. que enfin, j'avais déjà commencé depuis un petit moment et que j'ai pu, et par l'EFT, et par l'hypnose et enfin par toutes les méthodes que je t'ai évoquées tout à l'heure, à remonter le fil. Je l'ai pas fait toute seule, hein, je l'ai fait avec des personnes avec qui j'avais fait la formation. Je me suis pas auto-diagnostiquée. Mais voilà, c'est important. Moi-même, je me suis faite accompagner parce que c'est important d'avoir un regard extérieur aussi sur ce qui nous traverse pour justement parfois avoir ce regard qui va peut-être pointer là où ça fait mal, mais on a besoin d'y aller et qu'on n'ose pas y aller. Et ça, c'est important. Et, Complètement. et c'est important de l'accueillir pour pouvoir le traverser, comme toutes les émotions. Et moi, c'est vraiment euh, l'axe principal de mon accompagnement, c'est d'aller remonter le fil de ces émotions, de comprendre derrière le besoin, comme tu l'évoquais tout à l'heure, et de pouvoir comprendre pourquoi on ressent ça, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi il y a ce comportement de notre part, et d'aller l'apaiser, de mettre quelque chose de plus serein en nous pour pouvoir continuer, reconstruire sa vie avec les ressources qui sont en nous et pas à Voilà. l'extérieur. C'est ça. C'est ça, en fait. Pour moi, il faut vraiment, vraiment rappeler tout ça pour normaliser finalement le fait d'avoir à chaque étape et à chaque moment de sa vie, on peut avoir besoin de quelqu'un sur plein de sujets différents, peu importe, parce que on évolue tous, qu'on le veuille ou non. On est tous dans l'évolution de nous-mêmes à chaque instant. On n'est jamais la même personne d'une journée à une autre, justement parce que on est encore en vie. Voilà, Oui, c'est un des rares, des rares choses enfin, en tout cas, ça fait partie d'une croyance. Effectivement, la seule chose qui est constante, c'est le changement. La seule chose qui ne change pas, finalement, c'est ça, c'est le changement. mm, Donc c'est quelque chose sur lequel on peut et on doit compter. Et c'est aussi quelque chose qui est nécessaire d'observer parce que il y a plein d'indices aussi qui font que on va être amené à se poser des questions sur sa propre santé mentale, sur son propre état émotionnel. Et le fait de se connaître, d'avoir aussi appris et conscientiser les leçons des expériences qu'on a pu vivre jusqu'alors, c'est une vraie ressource du coup, parce que du coup on peut se servir de ça pour notre propre compréhension de nous-mêmes finalement. oui, et tout Voilà. à fait. Et parfois, ça peut être un petit peu dur à entendre, mais je pense que c'est important aussi de le dire, c'est que le deuil, c'est une source d'évolution. Tout le monde sortira différent d'une telle épreuve, d'une telle perte. Il y a un avant et un après le décès, la perte d'un être cher, ou même
Enfin, voilà, la relation n'était peut-être pas forcément très proche, mais on ne voit plus la vie comme avant. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à accepter. Et les personnes, justement, quand elles peuvent être perturbées par la pensée que si elles se départissent des émotions désagréables qui sont liées à la perte d'un être cher, en fait, elles ont cette croyance inconsciente que de pouvoir apaiser cette colère ou cette tristesse ou cette culpabilité, c'est comme si elle lâchait la personne à nouveau ou qu'elle n'allait pas la retrouver. Et voilà, ils craignent que perdre leur émotion, c'est perdre à nouveau la personne qui est décédée. Et c'est comme s'ils allaient perdre complètement cette personne. Et en fait, non, c'est juste de laisser la place à quelque chose de plus doux et de pouvoir eh bien, aller vers une reconstruction, cette phase de reconstruction dans le deuil où on s'autorise à nouveau à vivre autre chose, à vivre autrement et en ayant une conscience de soi et de l'autre qui est encore plus grande, en fait, justement. Mmh. Enfin, c'est ma vision des Exactement. choses en tous les cas. Ah ben, et puis pour le coup, je pense on la partage allègrement parce que c'est quelque chose que vraiment j'ai envie de véhiculer dans tout ce que je fais, que ce soit avec le podcast, avec les invités que je choisis, mais aussi avec mon entreprise Cœur de Tissu qui du coup propose vraiment cette transformation-là. Alors évidemment avec l'axe de la matière, mais cette transformation-là, cette espèce de switch à un moment donné, en fait, il faut aller de l'avant. Donc comment on peut faire? Et on peut le faire de façon très symbolique avec la transformation des textiles ou de plein d'autres choses de son défunt en quelque chose qui va nous appartenir à nous et qui va raconter cette histoire-là, ces émotions, qui va véhiculer tout ça. Et c'est vraiment un point qui me fascine parce que je l'ai vraiment vécu profondément dans ma chair. Et je le dis, c'est pas la première fois que je le dis sur le podcast, mais vraiment je le dis et j'en parle de cette façon-là. Ce qui, pour l'instant, m'est arrivé de mieux dans ma vie, c'est le décès de ma maman. Parce que ça m'a permis, en fait, toute cette évolution-là, ces prises de conscience, de pouvoir, à un moment donné, justement, de passer ce cap déjà d'aller demander de l'aide. Et du coup, de pouvoir recevoir, à un moment donné, de ces personnes-là, la possibilité de poser des mots sur mes émotions, sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu, sur tout ce qui a pu vraiment se passer, et donc lier un petit peu le rapport que j'ai pu avoir avec ma maman. Voilà, ma maman était une personne maltraitante, tout simplement, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses très très difficiles, et qui est partie dans la souffrance voilà, d'une agonie, d'une maladie qui a duré 5 ans, 5 ans et demi. Donc ça a évidemment laissé des séquelles, mais aujourd'hui, c'est cette expérience-là, qui sont nourries aussi par d'autres expériences plus anciennes et aussi plus récentes. C'est principalement cette expérience-là qui m'a fait aussi me rendre compte et vivre de très près certaines étapes du deuil par lesquelles je n'étais absolument pas passée du tout avant, tu vois? Des choses que j'avais pas été, et puis comme là c'était nous les héritières, on était complètement responsables. Les tracteurs. On était complètement responsables en fait de ce qui se passait pour les obsèques, de ce qui se passait pour l'héritage, pour l'argent, etc., etc. Donc avec ma sœur, on a géré ça et on s'est offert mutuellement le cadeau de gérer ça de façon saine, sereine. On s'est pris la tête pour rien du tout. À chaque fois qu'il y avait une question, on en parlait toutes les deux. Et comme on était les principales responsables de tout ce qui allait se passer pour voilà, la maison, qu'est-ce qu'on en fait, les meubles, machin, etc., on a vraiment tout géré de A à Z. On a eu évidemment le soutien de notre papa qui était divorcé, de notre maman du coup, et puis du compagnon de notre maman qui a aussi été une source de soutien assez exceptionnelle. Mais ils ont été très respectueux et nous, on leur a aussi, je pense, et je le souhaite, beaucoup offert de la possibilité de garder ses souvenirs, de pouvoir être
de pouvoir choisir, voilà, de pouvoir choisir ce qu'ils décidaient aussi parce que voilà, on leur a demandé, on leur a posé la question, est-ce que vous voulez récupérer des meubles, est-ce que vous voulez récupérer des vêtements, des choses comme ça, etc. Ne serait-ce que pour souvenir, voilà. Ils ont récupéré ce qu'ils voulaient et ils nous ont dit, on vous fait confiance pour le reste, on est là pour vous aider s'il y a besoin de faire des allers-retours en déchetterie, à Emmaüs, etc., etc. Mais en fait, ça s'est fait dans la douceur, dans le stress malgré tout de tout l'administratif, puisque c'est une des choses que je reprocherais toujours à ma maman, c'est d'avoir toujours refusé de parler de cette éventualité-là tout au long de sa vie, pas seulement de la maladie, mais tout au long de sa vie. Et du coup d'avoir fait peser sur nos épaules toutes plein de décisions qu'elle aurait pu prendre pour nous, en fait, pour nous soulager à ce moment-là. Et tout ce qui a pu se passer, alors même si ça s'est passé pas dans le conflit, contrairement à tous les autres deuils et héritages qu'on a pu vivre dans ma famille, ça s'est passé simplement, ça s'est passé de façon fluide. Aujourd'hui, j'ai plein de regrets parce que je n'ai plus accès à tout ce qu'on a dû donner de ma maman, donc les meubles, les vêtements, etc., etc. Et parce que comme à ce moment-là, on était plutôt, alors pas fâchés, mais voilà, on avait cette rancœur, cette colère par rapport à notre maman, par rapport à tout ce qu'elle a pu nous faire subir, et ce côté aussi vraiment soulagement que ce soit fini, qu'elle arrête de souffrir, mais que nous aussi on arrête de souffrir par rapport à sa maladie. C'était quelque chose de ouais, en fait, sur le moment, on avait besoin de voilà, c'est fini, donc on se débarrasse De de tout. dégager. Voilà, exactement. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée, qui pendant une longue période, mon cerveau ne savait plus si ma maman était réellement décédée ou pas. Et ça a été vraiment un gros choc, en tout cas de m'en rendre compte et de pouvoir verbaliser chez la psy notamment, à un moment donné où j'avais beaucoup de réminiscences de trauma, beaucoup de... voilà, j'entendais plus ou moins ma mère parler à mon oreille en mode, voilà, des critiques, des choses méchantes, etc., etc. C'était vraiment des moments où tout simplement j'étais en dépression et ça faisait partie des symptômes de la dépression. Et où j'ai verbalisé, en fait, je crois que je ressens le besoin d'aller vérifier qu'elle est vraiment décédée. J'ai besoin de preuves, tout simplement, et que les photos de son cercueil ne suffisent plus. Il y avait vraiment ce besoin-là. Et c'est aussi pour ça que finalement, le concept de cœur de tissu, il est ultra pertinent dans ce sens-là, c'est que du coup, on va pouvoir se reconnecter matériellement à des preuves tangibles de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu. Que ça se soit bien passé avec une personne qu'on ait beaucoup aimée, etc., etc., ou pas forcément, comme le cas de ma maman, de pouvoir se reconnecter à cette situation, à cette expérience-là, et de reconfirmer de temps en temps à notre cerveau que oui, ce qu'on a vécu, les souvenirs qu'on a dans notre tête, ils paraissent absurdes, ils paraissent violents, parce qu'ils le sont, mais ils ont été réels. Et du coup, ça relégitime aussi toutes les émotions qu'on peut vivre à ce moment-là. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que c'est très important et c'est beau ce que tu offres aux gens, voilà, la possibilité effectivement de se reconnecter dans la matière pour, comme tu l'as si bien évoqué, se dire que c'est pas que notre cerveau, c'était vraiment, tu l'avais vraiment vécu. Et que c'est, même si ces traumas sont toujours là, et ils seront là toute ta vie, mais par contre, quand tu y repenses, eh bien, c'est y repenser sans être réactivé dans ta souffrance, en fait. Et C'est ça. pouvoir te détacher de te détacher de ce souvenir et ne pas être réactivé lorsque des choses peuvent faire écho dans ta vie actuelle et te dire oui, j'ai vécu ça, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui. J'ai ces blessures-là, mais Elle dirige je pas suis ma en vie. paix avec elles. Voilà, c'est ça, et ça ne Mais dirige elles pas ne ma dirigent vie, pas ta etc. vie. Voilà, Tout à fait. exactement. Mais ça, pour moi, c'est Exactement. vraiment J'aime.
pardon, c'est vraiment pour moi le travail qu'on doit faire tout un chacun sur nous-mêmes, en fait. C'est le résultat. Et que ce Mm. soit des traumatismes liés à des décès ou pas du tout. Oui, ou pas du tout, tout à fait. Tout à fait. Et j'aime bien l'image. Récemment, j'ai une amie qui suite à un accompagnement que j'ai fait avec elle, elle m'a envoyé l'image d'une tasse qui est fêlée et qui a été recollée avec du fil doré. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui est venue combler les blessures qu'avait cette tasse. Et voilà. Et elle m'a dit, ce qu'on a fait ensemble, ça représente ce fil doré sur ces tasses. Et j'ai dit, mais c'est tellement ça, en fait. C'est C'est tellement ça. ça, c'est de pouvoir visualiser notre vécu, mais en y mettant quelque chose de beau et en faisant quelque chose de beau. Et toi, Zoé, voilà, en proposant Cœur de tissu, eh bien, tu as fait quelque chose de beau de ta souffrance. Donc, c'est génial, c'est beau. Merci beaucoup Sonia. Franchement, je suis trop contente d'avoir passé ce moment avec toi. Je t'ai découvert aussi un petit peu plus parce qu'on a beau s'être rencontrés parmi les sessions d'improvisation d'Antoine, dont je n'arrête pas de vous parler. Donc, chers auditeurs, vous le savez, vous savez qui c'est. Si vous ne savez pas encore, allez voir Drôle de Sensible sur Instagram. Mais surtout, Allez-y, foncez. ah oui, ah bah oui, vraiment les yeux fermés, c'est une bonne forme de thérapie et de travail sur soi. Oui, tout Mais à fait. surtout, je vous invite à rejoindre Sonia sur son Instagram. Est-ce que tu as dis-nous où est-ce qu'on te rejoint? Dis-nous plutôt toi, où est-ce qu'on te rejoint? Alors, vous pouvez me rejoindre donc sur Instagram. Donc, comme je le disais, c'est Sonia point douceur de soin au pluriel à soin. Et aussi sur Internet, j'ai un site. Donc, c'est toujours Sonia douceurdesoin.fr. Et puis voilà. Et puis sur Facebook, c'est Sonia douceur de soin. Voilà. Donc, c'est pas trop compliqué de me trouver. Génial, parfait. De toute façon, comme vous le Voilà. savez, je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Un petit mot de la fin, un petit message que tu aurais aimé faire passer par ici, Sonia. Je te remercie encore une fois. Pour résumer Vraiment, notre j'ai adoré. échange, Je j'ai envie suis de hyper dire reconnaissante de ce que que tu nous as apporté, la des échanges, guérison, votre de ce que guérison, elle tu est en vous. proposes. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut, La tout source de un votre chacun pouvoir guérison, elle expérimenter, dépend ne de serait-ce vous, que que de vous. apporter le bénéfice du doute par rapport à sa spiritualité, puisque quand on vit un deuil, de toute façon, on est obligé d'y passer. C'est un sujet qui est intrinsèquement lié au deuil et à la mort, la spiritualité. Donc, laissez-vous l'espace aussi d'explorer cet aspect-là de votre vie. Et puis, de toute façon, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast. Et en attendant, la phrase fétiche de fin du podcast qui résume très bien notre échange d'aujourd'hui: n'arrêtez jamais de prendre soin de vous. Merci Zoé. Au revoir. Merci de ton écoute. Pense à partager et à noter cet épisode.